Pour vous, quelle place occupe le mental dans la performance d'un joueur de foot? En tout cas, j'ai l'impression que ça prend de plus en plus de place. Je pense que c'est lié à l'évolution aussi de notre société et aussi à l'ouverture qu'ont les managers aujourd'hui dans les équipes de foot où la place à l'humain est, je trouve, de plus en plus importante. Et donc la conjonction de ces deux facteurs font que qu'on on en parle de plus en plus et on y passe de plus en plus de temps. Maintenant, quel est le pourcentage précis du mental dans la performance, c'est difficile à dire, mais on sait aujourd'hui que c'est quelque chose qui est très très important, c'est une évidence. Mhm. Et en quoi consiste pour vous la préparation mentale d'un joueur de foot? Comment la travaillez-vous? Ouais, alors, et nous on la travaille pas parce que c'est pas notre domaine. Maintenant, il y a plusieurs aspects. Il y a la compétition, l'approche de la compétition, qui est une étape, je pense, de la préparation mentale. C'est-à-dire quel processus met le joueur pour préparer ses matchs. Quels sont un petit peu pour ceux en tout cas qui s'y intéressent, parce que pour la plupart, ce sont quelque chose qu'ils découvrent, mais quels sont les outils qu'ils mettent en place avant de préparer un match pour évacuer le stress ou pour être concentré sur la tâche. Et ensuite, il y a une autre dimension qui est la progression. Mhm. Voilà, quels sont les outils qu'ils peuvent mettre en place sur la saison pour atteindre des objectifs, franchir des paliers, progresser. Et on regarde parfois des joueurs qui arrivent à franchir des paliers assez vite et qui s'habituent très vite au niveau dans lequel ils jouent, qui grandissent en même temps que leur club ou à chaque échéance ou chaque club, chaque situation s'y adapte assez facilement. Mhm. Puis il y en a des joueurs qui ne passent pas le cap, qui stagnent. Alors il n'y a pas uniquement la raison mentale, mais je pense que ça en fait partie en tout cas. Est-ce que vous faites appel ou si vous avez déjà fait appel à des préparateurs mentaux? Alors à titre personnel, oui. Voilà, mais on va dire ma propre expérience, D'accord. euh, à plusieurs reprises. Alors quand j'étais joueur, c'était pas quelque chose encore qui était très démocratisé. Mais j'avais fait de la sophrologie, un peu de D'accord, vous avez méditation. vu quand même Ouais, je quelques... m'étais intéressé. Voilà, D'accord. j'avais déjà une ouverture d'esprit dans les années 90 par rapport à Mhm. ça. Et ensuite, en tant qu'entraîneur, donc je l'ai fait à titre personnel. Et pour mes équipes, je l'ai fait, c'est arrivé à deux reprises, plutôt dans des situations, on va dire, d'urgence. Euh, Et ça a été aussi les rencontres qui ont fait que, les personnages que j'ai rencontrés, qui ont permis ou qui m'ont donné l'idée de les faire intervenir. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, nous, on est dans une problématique un peu de moyens Oui. en national. C'est surtout un problème de moyens. Nous, l'aspect accompagnement mental, c'est quelque chose au niveau du club auquel on est ouvert. Avec le président, c'est des sujets qu'on a régulièrement. Aujourd'hui, c'est la contrainte économique qui fait qu'on n'a pas les moyens d'avoir quelqu'un en plus dans le staff. Pour être très transparent, demain je vais dans un club de Ligue 2 où mon club monte en Ligue 2, on prendra quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte en plus que de plus en plus que c'est quand même euh, entre les blessés, les joueurs, les nouveaux joueurs, ceux qui arrivent, où Mhm. il faut qu'ils s'adaptent. La concurrence, comme je l'ai dit, qui est aujourd'hui quelque chose qui est de plus en plus problématique à gérer. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels il faut intervenir au niveau mental, sachant que l'entraîneur n'est pas toujours la bonne personne. Parce qu'un joueur, il ne va pas se confier à l'entraîneur Non, sur pas ses forcément. faiblesses. Il a peur de perdre sa place. Exactement. Un joueur qui a mes formes ou qui joue mais qui a des problèmes, il ne va pas aller voir l'entraîneur pour lui dire, pour lui raconter sa vie ou ses problèmes. Parce qu'il aura toujours peur effectivement, que l'entraîneur le juge ou s'en serve à un moment donné pour plus lui faire jouer, et ainsi de suite.
Est-ce que vous pensez que le préparateur mental doit être rattaché au staff ou doit être indépendant? Alors voilà, ça c'est une question Ça, que c'est je une me question pose. importante. C'est une question que je me pose, j'ai pas la réponse. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas eu la chance d'avoir un préparateur mental dans mon staff. J'aurais bien eu cette envie-là, mais je l'ai pas eu. Et je vous avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas si, s'il doit faire partie du staff. Et du coup, quelle légitimité il a avec les joueurs, quel est le degré de confiance Mhm. des joueurs vis-à-vis de cette personne. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est quelqu'un qui doit être plus proche des joueurs pour que ce soit efficient, euh, parce que c'est lui qui va aider les joueurs à résoudre les problèmes qu'ils peuvent avoir, Mhm. en tout cas sur les aspects peut-être finalement extra-sportifs, Oui, pas seulement au niveau du foot. exactement, mais qui interviennent dans le côté sportif. Après, il peut faire partie du staff un peu sur les aspects, on parlait tout à l'heure des attaquants, sur certains aspects de concentration, parce il y a des outils, il y a des techniques très précises pour travailler la Moi, ce concentration. que j'appelle la prépa mentale, et d'un côté, enfin, je sépare la prépa mentale, donc tout ce qui est outils de préparation mentale, et puis le coaching, qui est Voilà, une chose totalement à voilà. part où on englobe Ouais, tout le joueur. certainement, je pense aussi que c'est pareil, hein, je pense qu'en début de saison, quand on rassemble son effectif et que vous avez, bah, nous cette année on a eu beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées, je crois que on a dû avoir, je crois, 18 départs et 15 arrivées jusqu'au mois jusqu'à Noël. Donc c'est énorme, quoi. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez 70% de vos joueurs qui sont des nouveaux Mhm. joueurs. Vous ne les connaissez pas. Ils ne se connaissent pas entre eux, ils ne connaissent pas la région, ils ne connaissent pas la ville, ils ne connaissent pas l'entraîneur. Non. Et là, je pense nous, on a fait un stage de cohésion en début d'année et tout, mais je pense que là, il y a un vrai rôle à jouer pour faire en sorte que déjà les objectifs fixés soient bien compris Oui, et pour faciliter, accélérer la la cohésion entre tous cohésion, les joueurs. le vivre ensemble. Mm. Euh, pour vous, à quel moment de la carrière d'un footballeur la préparation mentale est la plus importante? Alors, je pense que, d'après ce que je peux lire, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans les centres de formation, il y a de plus en plus de psychologues ou préparateurs mentaux. Donc, alors c'est important parce que c'est une façon aussi comment de sensibiliser les jeunes joueurs à Mhm. cet aspect-là. Il y a aussi au niveau de la formation, de la post-formation, il y a des choses ensuite naturellement complexes, il y a le développement de la personne, la croissance, l'échec, parce qu'il y en a beaucoup qui ne passent pas, donc il y a un accompagnement qui est nécessaire. Mais je trouve que Le c'est intéressant déracinement. parce que le déracinement, parce que ça leur permet déjà d'avoir, comment dirais-je, une petite connaissance, Une base. une base, un peu des outils. Ensuite, je pense que c'est quelque chose qui est pour moi qui doit suivre sur la carrière. Mhm. Alors après, il y a des périodes où on en a plus ou moins besoin, hein. Euh, Moi, quand j'étais joueur, c'est une période où j'avais beaucoup de blessures à répétition et donc je pensais que c'était lié au psychique et non pas au physique. Et donc c'est là où j'ai commencé à m'y intéresser et j'ai bien fait puisque j'ai plus été blessé après. Vous diriez que vous avez quel style de management et a-t-il évolué au fil des années? Il faudrait le demander à mes joueurs parce que je crois que c'est eux qui seraient les plus à même de vous répondre. Alors, ce que j'essaye, c'est d'être proche, tout en gardant une distance nécessaire euh, par rapport aux- aux décisions que l'on doit prendre et à certaines choses qui, encore une fois, qui sont presque codées dans ce milieu. Mhm. Mais ma volonté, c'est d'être proche des joueurs, c'est de les intéresser euh, à la prise de décision sur certaines options, que ce soit sur des options tactiques, mais sur des questions d'organisation. Voilà, j'ai envie que mes joueurs soient partie prenante du projet et de les intéresser un maximum
à toutes les décisions qui peuvent avoir attrait à l'équipe et à l'organisation autour de l'équipe. D'accord. Et quand vous dites vous êtes proche, c'est vous avez, enfin, quel C'est-à-dire type de que proximité, enfin, comme vous pouvez donner des ouais, exemples. la proximité pour moi elle est déjà d'avoir son bureau ouvert. Ça paraît tout bête, mais c'est pas le cas de Mhm. tous les entraîneurs. En tout cas, moi j'ai connu des coachs pour discuter avec certains de mes joueurs où il y a quand même une barrière qui est assez nette, où les joueurs savent que, voilà, que le bureau du coach est quelque chose de particulier, qu'on n'y entre pas n'importe quand, enfin en tout cas pas quand on en a forcément besoin, qu'il faut presque avoir une légitimité pour le faire. Mhm. Alors, je fais en sorte que ce ne soit pas le cas, mais c'est pas toujours évident parce qu'il y a encore des freins par rapport à ça. C'est une proximité quotidienne, que ça passe par des envois de textos, par des discussions vraiment hors football. Je pense qu'aujourd'hui, pour bien comprendre un joueur, il faut bien connaître l'homme qui se cache derrière le joueur. Et voilà principalement les axes de travail dans ce domaine. Quelles sont pour vous les qualités principales d'un entraîneur et quelles sont les vôtres et dans quel domaine vous avez encore à progresser? Alors je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même deux aspects qui sont déterminants, et j'ai même en dire trois. Euh, je pense qu'il y a l'aspect tactique, parce qu'on le voit bien à très haut niveau et par déclinaison, même sur des niveaux comme le nôtre. Aujourd'hui, les équipes sont toutes observées. Le jeu des adversaires de chaque équipe est décortiqué. Donc il faut savoir surprendre. Le deuxième point, je pense que c'est le management, parce qu'on s'aperçoit vraiment avec l'évolution un peu de notre société qu'aujourd'hui, un entraîneur ne peut pas être coupé de son vestiaire. C'est impossible. À mon époque, c'est quelque chose qui pouvait fonctionner parce qu'il y avait entre guillemets une hiérarchie, il y avait un respect, il y avait des choses sur lesquelles on avait finalement, les joueurs avaient peu de poids. Et le troisième point, c'est la communication pour un entraîneur. La communication, on va dire, bien entendu avec son groupe, mais la communication externe avec ses dirigeants, avec la presse, avec les supporters. Parce que c'est pareil, tout est épié, tout est analysé aujourd'hui. Une phrase comme ça à chaud après un match peut faire effet boule de neige. Donc il faut être. Je pense que les très bons entraîneurs sont aujourd'hui les entraîneurs qui maîtrisent ces trois aspects-là. D'accord. Et donc sur quel aspect vous pensez que vous avez encore de la marge de progression? Certainement sur les trois, parce que ce qui est d'intéressant dans ce Si métier, vous avez à choisir, hein. alors je pense que je dirais plutôt la communication. Voilà, je pense que j'ai des progrès à faire là-dessus. Euh, la culture tactique, quelque chose qui me passionne. Donc même si on évolue tous les jours et on s'imprègne, on va dire, quotidiennement d'évolution dans le football. Et il y a autant de football que d'entraîneurs finalement. Donc ça c'est riche et chaque week-end on arrive parfois à tirer des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Sur le côté management, c'est quelque chose qui m'intéresse et j'y consacre beaucoup de temps. Alors j'ai encore bien entendu des progrès à faire, mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Sur la communication, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, Qui vous attire, mais c'est qui plus pour une m'attire. obligation. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est de toute façon indispensable parce que, sans parler du fait que ça peut aider on va dire, à la progression d'une carrière, sans même parler de cet aspect-là, mais c'est vrai que sur des moments de crise ou sur des réactions à chaud, il faut savoir être très très bon dans ce domaine pour désamorcer l'incendie avant qu'il prenne beaucoup d'ampleur ou au contraire surfer sur des dynamiques. Et on sait que parfois ça va très vite. D'accord. Avez-vous la même gestion avec tous les joueurs? Non, non, et je pense que c'est doute un peu de la réponse. c'est à l'entraîneur de s'adapter. Aujourd'hui, dans mon effectif, le plus jeune, il est né en 2000, donc il va faire 19 ans, et le plus ancien,
il va faire 34 ans lundi. Donc entre un garçon de 18 et 34, il y a plus d'une génération d'écart. Donc on ne peut pas avoir le même mode de fonctionnement. Ils n'ont pas les mêmes attentes aussi. Mhm. Sur un garçon qui est plus ancien, il attend beaucoup de complicité. Euh, sur un garçon qui est plus jeune, ça va être certainement différent. Il a besoin un peu plus de repères, qu'on soit peut-être plus directif, parce qu'il a plein de choses aujourd'hui qu'il ne maîtrise pas. Justement, par rapport à ça, quelles sont les différences des joueurs actuels par rapport aux joueurs de votre génération? Alors, ben, le Moi, je constat que je, pense surtout au niveau mental, hein, ouais, après le constat que je fais, c'est que les jeunes générations sont des générations qui sont nées avec des outils numérique. multimédia très performants qui leur permettent de vivre dans l'instant finalement, d'être peut-être impatient, mais d'être dans l'instant. Et il leur faut des réponses tout de suite. Les anciennes, en tout cas générations, telles que moi, les souvenirs que j'ai, on se posait, on était peut-être plus inquiet sur l'avenir, on réfléchissait un peu plus à moyen ou long terme et on se projetait un peu plus. Aujourd'hui, il y a un peu plus cet esprit de consommateur, de consommer l'instant présent, ce qui n'est pas forcément négatif, mais qui est une particularité à mon avis très importante. Et du coup, si vous n'êtes pas sur le même canal, vous ne pouvez pas leur apporter les réponses qu'ils attendent et ça crée parfois des incompréhensions. Ça peut être aussi des avantages d'évacuer plus facilement les défaites ou... Exactement, on a des groupes, nous je prends un peu le parallèle, quoi. On a de plus en plus de groupes qui vivent bien, entre guillemets, qui vivent bien l'instant, qui se remettent plus vite de défaites. C'est rare de voir des ambiances de vestiaire tristes aujourd'hui, même quand on a des périodes négatives ou quand on est mal classé. Souvent les vestiaires sont joyeux, sont heureux. Euh, Après, souvent une ambiance d'un peu de façade, parce Mhm. elle est très éphémère. Mais au quotidien, on a moins de soucis que par le passé à gérer un vestiaire. Je trouve qu'il y a moins de clivage marqué que par le passé, où dans le passé, ça pouvait être des tensions plus profondes euh, et donc peut-être plus difficiles à gérer en définitive. Euh, et pareil, on n'a pas, sur mes dernières années, j'ai rarement d'intervention à faire sur l'envie d'eux. L'envie, elle y est quotidienne. Aujourd'hui, cette génération est très joueuse. Il suffit de challenger un petit peu les exercices pour que ça prenne assez rapidement. Maintenant, est-ce qu'ils ont toujours la conscience qu'un exercice a un objectif dans l'avenir? Ça, j'en suis moins sûr. Comment gérez-vous la pression inhérente à l'entraîneur? Comme on peut, voilà, bon, je fais un peu de méditation, D'accord. voilà, je fais du sport aussi. Ça dépend un peu des émotions. J'ai des périodes où j'ai besoin d'évacuer peut-être beaucoup de tension, donc là c'est le sport. Mhm. Le sport qui m'aide vraiment à évacuer un peu ce stress qui peut être une énergie en tout cas qui est pas forcément très très bonne. Et puis inversement, parfois j'ai besoin de calme ou de repos. Et voilà, donc ça fluctue en fonction un peu des résultats, des formes, l'été, l'hiver. Voilà les deux moyens que j'utilise. En début de saison, vous avez fait un bon début de saison. Mm, Après, il y a eu une petite spirale négative. mm. Qu'est-ce que vous avez hum, effectué comme changement? Pas, je ne parle pas au niveau tactique ni physique, mais est-ce que mentalement vous avez travaillé par rapport à ça? Oui, alors on a essayé pas mal de choses. On n'a peut-être pas été très bon parce que la période a duré un petit moment, même si le contenu des matchs était plutôt positif. Donc, alors on a eu des semaines où on a travaillé plus dur que ce qu'on le faisait. On a augmenté le nombre de séances d'entraînement parce qu'on trouvait que c'était un manque d'investissement un petit peu
sur le match. Et au contraire, on a eu des périodes où on sentait que l'équipe faisait le maximum, que je faisais le maximum et que la réussite nous fuyait ou que les événements étaient un petit peu contraires. Et là, on a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a fait d'autres sports. Mhm. Euh, on a annulé parfois des séances, on a mis des jours de repos, on a fait des repas, où voilà, on a essayé de faire en sorte de garder l'énergie, parce qu'on s'aperçoit que les mauvais résultats sont énergivores. Ils bouffent beaucoup d'énergie, beaucoup plus que les bons résultats, on récupère moins bien. Et surtout garder voilà, l'énergie pour pas que les joueurs s'installent dans un doute ou, ou que les tensions commencent à apparaître. Donc là, on a un peu déplacé le curseur. J'ai par exemple, avant un match et dernièrement, le jour du match, on a toujours un protocole qui est bien établi, où on fait une petite vidéo sur l'analyse de l'adversaire, ici, là, dans cette salle. Mhm. On est parti, on n'a pas fait de vidéo, on est parti marcher au bord de la mer, interdiction de parler du match. Le dernier match, c'était? Non, c'était contre Bourg, c'était la première victoire de l'année, où je sentais la veille de l'entraînement, la veille du match sur le dernier entraînement, j'ai senti que le groupe était complètement perdu en définitive, et j'avais mis l'équipe qui allait jouer, et j'ai senti les joueurs qui étaient pas dans une bonne énergie. Je les ai trouvés tendus, je les ai trouvés pas sûrs d'eux. Et du coup, le lendemain, j'ai dit à mon staff, j'ai dit bon, on fait pas de vidéo, on va pas parler de l'adversaire. Il faisait beau, on est allé marcher au bord de la mer. Voilà, on n'a pas parlé de foot. Le soir, c'était une causerie vraiment très très petite. Mhm. Mais voilà, j'ai senti que le match, la préparation du match, c'était pas la tactique ou la technique qui comptait, mais qu'il fallait vraiment apporter autre chose au niveau mental. Comment travaillez-vous les capacités d'adaptation d'un joueur aux différentes situations qui peuvent se Alors, produire, on le qui peuvent se fait, nous, produire? on le fait à travers les exercices qu'on fait quotidiennement, à savoir que on fait très rarement deux fois le même exercice ou trois fois le même exercice. C'est-à-dire qu'on n'a pas de planification. Alors, bien sûr, hormis la programmation en début de saison où il y a tous les principes de jeu assimilés, mais on ne fait pas de programmation technique. On ne se dit pas en septembre on va travailler ça, en octobre on va travailler ça. Mhm. Donc on a des principes de jeu qu'on présente aux joueurs en début de saison. Et dans les exercices que l'on fait, il y a quand même beaucoup de, de facteurs différents à gérer. C'est-à-dire qu'on travaille parfois avec 4 couleurs différentes. Donc il y a des actions de couleurs, 2 couleurs contre 2 couleurs, et ainsi de suite. On travaille avec des joueurs, avec ce qu'on appelle des jokers, c'est-à-dire des joueurs qui jouent avec les deux équipes. On va travailler sur plusieurs sens, on va travailler sur des buts inversés, on va travailler sur des buts qui sont dans l'autre sens, on va travailler sur 4 buts, sur 3 buts. Donc pour qu'il y ait toujours une faculté de réflexion et d'adaptation par rapport à l'environnement. On travaille, ça c'est un peu les nouvelles méthodes, dans des densités assez rapprochées pour que la notion de stress soit présente et que le joueur prenne l'habitude de faire les choix assez vite parce Mhm. qu'il est dans une densité importante. Euh, voilà comment on le fait. Euh, à la mi-temps d'un match, quel est votre discours si ça s'est bien passé et quel est votre discours si ça s'est mal passé? Est-ce que... Il n'y a jamais deux fois le même discours, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr. Euh, Mais en général, vous êtes plutôt alors en carré. général, euh, c'est pareil, c'est comme un joueur, un entraîneur, je pense qu'il est pas toujours. Enfin, il est plus ou moins bon, c'est comme un joueur. Il y a des matchs où vous êtes très inspiré, des matchs où vous l'êtes un peu moins. Et un entraîneur, comme un joueur, il doit être en forme aussi. Et il y a des saisons où vous êtes très en forme, et il y a des saisons où c'est plus difficile. Déjà, je prends toujours un laps de temps, déjà pour que le Se calme reprendre. retombe un petit peu, et pour bien choisir mes mots. Parce que je parle rarement beaucoup pendant la mi-temps, pour avoir entendu ou des fois assisté sur d'autres équipes dans le club parfois, et je me rends compte que quand un entraîneur parle beaucoup sur une mi-temps, ça
pas d'impact en définitive parce que les joueurs sont. Le joueur ne retient pas la Il motivation. retient pas, le joueur, c'est plus l'entraîneur qui se rassure Mhm. en disant tout ce qu'il a, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a. Et je ne pense pas que ce soit très performant. Donc, encore une fois, ça dépend vraiment de la mi-temps qui vient de se faire. Si c'est une bonne mi-temps, je les alerte, je les maintiens en alerte sur peut-être les dangers d'un relâchement sur l'entame de deuxième mi-temps. Donc, souvent, on met quelque chose en place pour remettre beaucoup de pression, par exemple, sur l'entame de deuxième mi-temps. Parfois, si la première mi-temps est mauvaise et que je sens qu'il y a besoin de les bouger ou qu'il faut vraiment taper du poing sur la table, je vais le faire. Mais parfois aussi, je vais les rassurer si je sens que la mi-temps est bonne et que le score nous est défavorable. Mhm. Voilà, en fonction un peu du scénario du match et du comportement de l'équipe, j'ajuste mon discours. Euh, je sais que vous avez eu quelques problèmes offensifs cette année. Et comment aidez-vous les joueurs à retrouver de la confiance et notamment les attaquants? Une bonne question. Alors si j'avais eu la réponse, on aurait eu moins de problèmes. On a fait plein de choses en fait. On a bien entendu que votre première idée, c'est de dire il faut vraiment travailler spécifiquement Mhm. la notion de finition. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on ne finit pas nos actions parce qu'on se crée beaucoup d'occasions, mais qu'on n'arrive pas sur le dernier geste à être performant. Donc on a travaillé vraiment spécifiquement sur des situations presque, on va dire, au mètre près, avec les joueurs où on analysait par exemple une ou deux situations sur le match à la vidéo et on la reproduit quasiment à l'identique sur le terrain, sans opposition, mais avec toujours cette notion d'intensité pour que le joueur reste pas sur un échec et évacue assez rapidement et qui reprenne confiance. Et puis là, dernièrement, on a quasiment arrêté de travailler même. Parce que moi, je me suis rappelé que c'est comme quand moi j'ai eu des entraîneurs où on faisait pas de jeu. Et quand on faisait un jeu, on avait une telle envie de le faire, une telle motivation parce qu'on ne l'avait jamais. On s'est rendu compte que peut-être on faisait trop de finition et que du coup, on n'apportait peut-être pas la flamme aux attaquants pour, euh, pour avoir toujours cette envie de marquer. Et non seulement il y avait ce problème un peu de motivation parce qu'on le faisait quotidiennement, et deuxièmement, on renforce aussi, on met le doigt sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça a eu les effets contraires, mais en début d'année, on marquait beaucoup et on travaillait aussi beaucoup devant le but. Donc voilà, aujourd'hui, on a essayé, on est plutôt parti sur le fait de ne plus évoquer du tout ce cas-là, de ne plus en parler. Bien sûr, on le rappelle tout le temps. On nous le rappelle, mais on le rappelle surtout à moi. Les joueurs, je pense qu'ils sont, voilà, s'ils disent pas trop la presse, ils sont un peu épargnés. Donc nous, on a choisi moi, de plus en parler. J'ai plutôt focalisé mon équipe on a travaillé plutôt les aspects défensifs, les transitions défensives. À l'entraînement, on a fait un peu moins de jeux, un peu plus de jeux de possession avec des petits buts ou avec des, euh, des objectifs un peu différents, des cibles différentes, pour un petit peu sortir les attaquants un peu de ce contexte et puis leur créer aussi peut-être ce manque de finir. Ok. Quelle qualité mentale doit avoir un joueur de haut niveau? Si vous avez un prototype de joueur, quelles sont les principales qualités mentales que... Alors je dirais que c'est quelqu'un qui doit avoir déjà une résilience importante, capacité à ne jamais lâcher en définitive, parce qu'une carrière se fait de haut et de bas. Et dans un même match, il y a parfois des hauts et des bas, donc une force mentale pour ne pas lâcher, pour être suffisamment solide quand les périodes sont un peu plus négatives. Quelqu'un qui a aussi une prise de recul un peu sur l'environnement, sur les événements, avoir cette capacité à se détacher au bon moment pour avoir une analyse assez juste de la situation. Je
pense que c'est aussi aujourd'hui quelqu'un qui doit avoir beaucoup de caractère parce qu'on est voilà, il est un joueur professionnel aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut être idolâtré mais qui peut être aussi détesté. Et il faut avoir beaucoup de force de caractère pour faire une carrière et pour dans les mauvais moments être capable de garder son niveau. Et puis c'est quelqu'un qui je pense qu'il doit être accompagné. Je pense que tous les grands joueurs sont à un moment donné accompagnés, que ce soit sur le plan physiologique ou sur le plan mental. Alors j'en ai plusieurs. Il faut en dire plusieurs. Ouais. Non, alors j'aimerais bien, voilà, un rêve. Je sais pas si c'est plus un objectif qu'un rêve d'ailleurs. Parce que le rêve, c'est de faire monter mon club. Parce que je sais derrière, pour l'avoir vécu, j'ai eu la chance de vivre 2 fois Orléans, je sais le bonheur que ça procure autour de soi. C'est quelque chose d'incroyable, quoi. Pour l'avoir vécu, c'est des milliers de personnes que vous rendez heureux sur un instant, et ça dure 48 heures, ça dure plus après, vous avez le début de la Ligue 2 avant que ça retombe de nouveau dans quelque chose qui est acquis. Mais ça, c'est un rêve parce que voilà, je pense que c'est certainement une des choses qui me motive encore à faire ce métier-là. C'est savoir que sur 90 minutes ou sur un championnat, vous pouvez rendre des milliers de gens heureux, mais vraiment heureux, quoi. Et ça, pour l'avoir vécu, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de revivre. Pas tellement pour moi, mais vraiment pour les autres. Et donc, à titre personnel, alors, du coup ça serait d'entraîner en Ligue 1 un jour. Parce que j'ai commencé ma carrière en jouant en Ligue 1, enfin en première division à l'époque à Toulouse. Après, j'ai eu une carrière surtout en deuxième division. Et voilà, et aujourd'hui, c'est un rêve pour un entraîneur ou un objectif d'avoir un jour sa chance. De se dire, ben voilà, j'ai fait ce métier pour plein de raisons. Mais l'objectif le plus important, enfin le niveau le plus important, c'est la Ligue 1. Aujourd'hui, j'ai le diplôme pour le faire. J'ai quand même beaucoup d'expérience. J'aimerais avoir ma chance un jour, essayer de montrer ce dont je suis capable. Ouais. Ok, donc je vous souhaite d'exaucer vos rêves. Ouais, merci pour l'entretien. Merci.